Wild talk. Wild talk. Wild talk. Wild talk. Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode de Wild Talk, aujourd'hui qui se passe dans l'enceinte du bar Combat, à Paris dans le 19e. Et aujourd'hui j'ai l'honneur de recevoir une femme passionnée de yoga, ancienne habitante du Mexique, principale actrice du langage franglish même, j'ai envie de dire. Principal. Et cette personne-là, c'est Claire. Claire, comment ça va aujourd'hui? Ça va très bien, merci. Et toi? Ça va. Un peu fatigué comme d'habitude, mais ça va. Donc Claire, tu as 26 ans. Oui. J'ai failli me tromper. C'était ton anniversaire il n'y a pas longtemps. Ouais, Tu as 26 ans. Tu es d'origine américaine et française. Ouais, Tu as vécu au Mexique un peu plus d'1 an et demi. ouais. Et donc du coup, avant d'y arriver, où est-ce que tu habitais? J'habitais ici à Paris. Ouais. J'ai habité toute ma vie ici, quasiment. Mhm. J'habitais voilà, près du bois de Vincennes, dans ma petite vie parisienne, tranquille. Ok, d'accord. Et avant ça, justement, enfin, avant d'être parti au Mexique, qu'est-ce que tu faisais dans la vie? Alors moi, je travaillais dans la vente pour des maisons de luxe et de mode pendant 5 ans à peu près. D'accord. Voilà. Pendant 5 ans, qu'est-ce qui t'a amené justement à faire ce métier-là? Qu'est-ce qui t'a plu ou bien c'était juste pour avoir un travail? Bah écoute, c'était un peu le hasard parce qu'à la base j'ai étudié l'éducation et, euh, et en fait je cherchais un boulot pour payer les vacances, tu connais. Et du coup j'ai fait de l'intérim, bon, je suis bilingue, je suis américaine et je suis rentrée dans des maisons de luxe et de mode et ça a très bien marché pour moi. Euh, ça a très très bien marché pour moi pour la langue déjà, parce que j'ai eu pas mal de clients étrangers et du coup je gagnais bien ma vie et c'est un milieu qui m'a fascinée pendant un long moment, plusieurs années, tu vois. D'accord. Et justement, vu que tu travaillais dans ce milieu-là, la clientèle, est-ce qu'elle était, c'était une certaine clientèle ou bien c'était une clientèle lambda comme on peut voir, comme si je partais par exemple, je sais pas moi, à Ikea. Bah ouais, t'as des gens qui vont à Ikea et qui venaient dans ces marques-là. Bah écoute, j'avais pas mal de clients étrangers, ça variait beaucoup, t'as énormément de Français qui habitent dans mon quartier ou même dans cette rue-là, ou alors des princes, des ambassadeurs, des clients plutôt haut de gamme en règle générale, surtout dans les maisons de luxe dans lesquelles j'ai travaillé, où les clients n'étaient pas les mêmes. Dans les maisons de mode, c'est différent. Tu vois beaucoup plus de clients où ça peut être toi, ça peut être moi, où on vend beaucoup de t-shirts, de baskets, de choses comme ça. Du coup, la clientèle, elle est un peu plus variée que certaines maisons de luxe, tu vois. Ouais, je vois un peu. Je C'est, vois un euh, peu. Ils sont particuliers, tu vois, les clients dans le luxe en règle générale. Donc justement, vu qu'ils sont un peu plus particuliers, est-ce que tu rencontres les mêmes problèmes, enfin, est-ce que tu peux rencontrer le même problème d'attitude de la part de la clientèle envers justement Ah oui, les employés? bien sûr. Ou peut-être ça peut être un peu plus, on va dire, sans juger bien évidemment les personnes qui, qui ont les moyens justement de pouvoir s'acheter des objets de luxe. Est-ce que justement ces personnes-là ont peut-être une attitude plus différente que les personnes qu'on peut trouver dans d'autres magasins? Ben oui, parce que dans le luxe, en fait, ces clients un peu haut de gamme, les gens qui ont beaucoup d'argent et tout ça, c'est des gens qui s'attendent à un service de luxe. Donc c'est des gens qui sont très regardants sur la manière dont est présenté tes produits, la manière dont tu t'exprimes, ton langage corporel. C'est des gens qui sont très axés là-dessus. Tandis que dans des maisons de mode, tu as énormément de jeunes comme toi et moi, où quand on propose un verre d'eau, tu vois, c'est le choc. J'ai déjà eu dans la dernière marque pour laquelle j'ai travaillé, un groupe de jeunes de 16-17 ans qui étaient sur Paris parce que c'était la Fashion Week et ils voulaient voir les boutiques de luxe, de marque et tout ça. Et ils sont rentrés, je discute avec eux et je leur offre à boire, tu vois. Je leur dis, j'ai du coca, j'ai du thé, j'ai du café, j'ai du champagne, même si vous voulez. Ils étaient choqués.
Ok. choquée. Et en fait, leur manière de se comporter dans la boutique, elle est complètement différente que des personnes qui te prennent de haut. Enfin, tu vois, on te regarde différemment. On te regarde vraiment comme quelqu'un qui, qui est là pour t'aider, pas comme pour t'assister, tu vois, où les gens ils claquent des doigts. Amène-moi ça. Non? T'as déjà eu... Attends, t'as déjà des personnes qui t'ont fait ça? Ah ouais. Mais ça, c'était ma plus grande passion parce que... Ouais. Bon, moi je suis très sociable, je parle beaucoup et tout ça, et c'était mon plus grand challenge, tu vois, où t'as des gens qui rentrent et qui te regardent de la tête aux pieds comme si t'étais une esclave, tu vois. Et au final, moi je prenais du temps, j'avais de la patience, je parlais correctement, pour qu'au final, en fait, mon but ultime, c'est que quand tu pars, tu me disais « Waouh, quel service incroyable, non, thank you !» Et par moment, justement, t'as pas eu, quand une personne se permettait de te parler d'une certaine manière, est-ce que parfois t'as pas eu l'envie de la remettre à sa place? Oh si, plus d'une fois. Ouais. Ouh là là, plus d'une fois. Mais tu te retiens et je pense que finalement, j'ai eu plein impulses, les impulsions de vouloir partir un peu dans les tours et dire bon, par contre, en fait, tu peux sortir de ma boutique là maintenant parce que tu m'as énervé. Mais je pense que la manière dont on s'exprime, ça aide énormément et ça détend beaucoup les atmosphères et les conflits et les jugements énormément. Et puis parfois, j'ai déjà été face à des situations avec des gens qui étaient racistes, Ouais. mais vraiment racistes, à ouvertement dire dans la boutique mais vas-y, ta japonaise là à la caisse, c'est même pas une française et tout. Ou finalement, tu peux rien dire, tu peux rien faire. Tu vois, tu peux juste accompagner cette personne, elle paye ses trucs et t'accompagnes cette personne à la sortie et ben, bonne chance dans ta vie, quoi. Et justement, par rapport à ça, enfin, votre employeur, il avait pas... Est-ce qu'il vous disait certaines choses ou bien parfois ça lui arrivait de sortir et de remettre les employés, enfin, de remettre les clients à leur place? Non, ça arrive pas vraiment parce que c'est des maisons de luxe et des maisons de mode. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le business. Ce que je peux comprendre aussi, tu vois. Eux, ce qu'ils veulent, c'est le business, c'est une bonne image et la courtoisie. Et bon, ben, there's fucked up people partout dans le monde. Et nous, on est juste là pour les accueillir. Et voilà, moi, je suis très sociable, donc je parle énormément avec les gens, les clients. J'ai été réputée pour ça, pour rester 1 heure et demie avec une petite vieille ou des choses comme ça. Et des fois, tu as des gens qui sont simplement pas dans les mêmes dynamiques. Et je pense qu'il faut s'adapter aux gens aussi, tu vois. Ouais, c'est pas faux. C'est difficile, surtout quand tu es face à des personnes qui sont mal polies, racistes, qui sont hautains. Franchement, c'est vraiment difficile. Mais en tout cas, ça m'a ouvert une grande porte de patience dans ma vie. Ouais. C'est pas tout le monde qui ferait preuve de patience, parce que moi, personnellement, si je me retrouve, enfin, par exemple, moi, dans un de mes anciens travails, j'ai déjà été confronté à une de mes collègues qui parfois pouvait avoir des propos racistes, mais on va dire que c'était du racisme ordinaire, parce que je pense qu'elle s'en rendait vraiment pas compte. Et à un moment, oui, je dis rien, je me tais, mais par moment, je me permettais, enfin, parfois de lui dire les choses comme il fallait. Parce qu'après, au bout d'un moment, moi, j'ai du mal. Enfin, je respecte les gens qui ont cette patience-là, mais moi, j'aurais un peu de mal à trop rester dans mon coin, rien dire parce que c'est mon travail, parce que je dois me tenir de cette manière ou Bien ceci, sûr. cela. Et au bout d'un moment, dire les choses comme il faut. Après, subir, après s'il y a des conséquences qui en sont derrière, chose que je subis, je fais avec. Mais après, maintenant, s'il n'y a pas de conséquences, enfin, il y a toujours des conséquences, de toute façon. Elles peuvent être positives ou négatives. Mais je me dis que ça sera toujours du positif, en fait, du positif plutôt qui va en ressortir. Ouais, Parce que quoi qu'il arrive, tu apprends quelque chose et puis surtout, tu te permets aussi de, comment dire, pas de t'affirmer, mais de te développer en tant qu'être humain. bien sûr. Surtout, et c'est très important. Mais c'est vrai que des fois, c'est vraiment difficile. J'ai été dans des situations avec... je vais pas citer les noms ni les pays, mais j'ai été dans des situations de princes de certains pays et tout ça qui te font ouvrir la boutique à 23h, qui veulent pas que lui il est trop gay, qui dit ouvertement, tu vois, devant tout le monde, lui il est trop gay, je veux pas qu'il me serve, elle est enceinte, elle me touche pas. J'ai eu des cas, Ah ouais. mon gars, vraiment, tu te dis, mais dans quel monde je suis, dans quel monde je vis. Surtout que, avant, j'avais fait quelques voyages humanitaires, je suis partie vivre au Sénégal, et ça m'a changé la vie. Et je pensais vraiment que ce métier-là, j'y arriverais pas, tu vois, à cause de ça. Et au final, je pense que c'est intéressant d'avoir une bonne balance dans ta vie,
Putain, le nombre de personnes qu'on croise tous les jours, même dans le bus, qui sont mal polies, qui... Franchement, je pense que notre responsabilité, c'est juste, tu vois, de leur serrer la main et de leur souhaiter le meilleur du monde, tu vois. Ouais. Il y a eu tellement de moments, oh là là. Ah, c'est sûr. Donc du coup, fin 2018, tu décides d'immigrer dans un autre pays, Oui, monsieur. le Mexique. Mhm. Premièrement, tout d'abord, pour quelle raison? Bah écoute, je suis partie pour l'amour. Ok. Ça a été la raison principale. Mhm. J'ai un peu littéralement tout quitté du jour au lendemain. Ok. Voilà. Mais du coup, au moment où tu as pris cette décision, déjà, je pense que tu as dû y réfléchir avant, Ouais. parce que c'est quand même un grand changement, partir de la France pour aller jusqu'au Mexique. Mm. Et surtout, au moment où tu as pris cette décision, justement, as-tu eu peur du changement spécialement par rapport à ton travail? Parce que je dis pas qu'au Mexique, bien évidemment, il y a aussi des boutiques de luxe. D'ailleurs, il faudra que tu me dises dans quelle ville au Mexique aussi tu étais parti. Bien sûr. Mais je me dis que c'est assez peut-être différent de Paris. J'ai jamais été personnellement. Toi, tu pourras m'en dire un peu plus. C'est vachement différent de Paris parce que je pense que c'est une culture différente déjà. C'est une manière de penser aussi qui peut être différente. Donc, du coup, par rapport à ça, comment tout ça tu l'as vécu? Sincèrement, ça a été un peu chaud, froid. Ça a été réfléchi puisque quand je suis partie, bon, j'avais voyagé déjà Mexique, lui il était venu à Paris, donc on a pris cette décision ensemble. Et moi, j'ai pris la décision de déménager plutôt que lui déménage ici. Et d'un point de vue professionnel, sincèrement, ça m'a pas vraiment dérangée. Honnêtement, j'ai terminé ma carrière entre guillemets dans le luxe dans une maison de mode et ça n'a pas vraiment fonctionné pour moi. C'était pas quelque chose qui me plaisait. Je retrouverais pas cette chose que j'avais trouvée dans des maisons de luxe qui a un peu changé ma vie dans la mode. Donc du coup, quand cette météorite est tombée sur moi dans ma vie, j'ai eu aucun problème à quitter mon travail et à prendre un avion et faire mes bagages en une semaine et dire au revoir à tout le monde et partir. Mais c'est vrai qu'avant de partir, tu sais, tu es tellement sûr de ta décision, tu pars pour quelque chose de tellement beau, de tellement sacré, que je suis partie vraiment, je disais à tout le monde, et je pense qu'à ce moment-là, je le sentais vraiment, que j'avais aucune peur, tu vois. C'est parti, je fais mes bagages de 25 kilos, je quitte mon travail, je fais un bisou à tout le monde, on se reverra, vous inquiétez pas. Et en fait, en arrivant au Mexique, donc j'habitais à Mexico City, en arrivant au Mexique, ça a été un peu changement d'ambiance parce que du coup, je suis arrivée un peu sans peur, mais ça a été Je connaissais la ville en tant que touriste, mais d'y vivre, ça a été un très gros choc. Ok. Parce que c'est vraiment différent de Paris, de la France. Même une grande ville comme Mexico City, c'est une ville qui est très développée quand même, mais c'est une ville qui est énorme. Franchement, c'est très impressionnant. Et voilà, quand tu arrives, c'est très impressionnant. Tu vois. D'accord. Donc du coup, comme j'ai dit, c'était un très grand changement pour toi, parce que c'est complètement deux cultures différentes. Maintenant, moi, la question que je me pose, c'est comment la vie en communauté se passe là-bas, différemment à celle de Paris. Je ne vais pas parler de la France, parce qu'on n'est pas partout en France, mais justement par rapport à la ville de Paris, comment justement la vie en communauté se passe là-bas à Mexico City? Bon, alors en règle générale, c'est un sentiment personnel, mais moi je me suis sentie très bien dans un pays dit sous-développé, tu vois. Et un pays qu'on dit très violent. Il y a énormément de violence, il y a beaucoup de choses qui se passent, mais moi je me suis sentie très bien là-bas. Le problème c'est que, déjà j'avais pas la langue à la base. Mais la vie en communauté, il y a quelque chose de très particulier là-bas, c'est que les gens se parlent. C'est quelque chose que moi je suis I'm an addict pour ça en fait. Je m'arrête à un arrêt de bus, il y a une petite mamie à côté de moi, t'es sûre que je vais être la nana qui va lui parler pendant 1h30 jusqu'à qu'elle sorte du bus, tu vois. Et là-bas, c'est une culture où les gens se parlent beaucoup, se disent bonjour, se disent bon appétit.
Tu vois, vraiment, tu marches dans la rue le matin à 8h du matin, t'as plein de gens dans la rue. Tout le monde se dit bonjour. Tu vas manger dans un restaurant. Bon, après, tu vois aussi la différence, c'est que quand tu vas dans des quartiers beaucoup plus riches, tu vas me dire, tu peux trouver ça aussi à Paris, mais quand tu vas dans des quartiers beaucoup plus riches et que tu vas manger dans un restaurant, personne ne va te dire bon appétit. Mais quand tu manges dans un petit stand et tout dans la rue, les gens qui passent, les passants, tu es en train de manger ton tacos comme ça, comme un gros, avec la sauce qui coule, et les gens ils passent et tout, ils te disent bon appétit, bonne journée. Parce qu'il faut savoir un truc, c'est qu'à Paris, quand tu le dis, c'est soit la personne te regarde bizarrement, soit la personne ne te répond pas. Parce que moi, par exemple, quand j'étais petit, je m'amusais. J'aimais bien dire bonjour, par exemple, aux gens dans la rue, ou bien dire bon appétit quand je passais à côté d'une terrasse aux gens. C'est la base. Et la plupart du temps, c'est soit ils me répondent en souriant, ils disent merci, c'est gentil, ou bien ils te regardent et ils se disent mais c'est qui ce fou là, tu vois. Ouais, bah. Donc c'est intéressant de voir ça. Même ici dans le métro, franchement, va dans le métro et dis bonjour aux gens dans le métro. Ils vont te trouver Ils bizarre. vont te regarder bizarre, ils vont te regarder, mais il a besoin de ses médicaments, celui-là, il n'a pas pris ce matin ou... Tu vois ce que je veux dire? Après, je me dis que peut-être, après Mexico City, est-ce que c'est une bouche peut-être qui vit autant que Paris, oui ou non? Oui, D'accord, donc même plus. plus. Ouais. Ok, donc, parce que sinon j'allais dire peut-être qu'à Paris, tu sais, t'as le facteur stress qui fait que les gens, ils n'ont pas le temps de te parler ou bien ils en ont marre ou quoi que ce soit. Alors qu'en soi, c'est pas une excuse du tout même. Ah non, c'est une ville qui bouge beaucoup plus. Mais ils ont tout simplement pas Sincèrement, envie. tu vas là-bas, bon, si tu prends le métro, tu te rends compte que bon, le métro, il me semble beaucoup plus grand que celui de Paris. Et puis, il y a 7 millions de personnes qui rentrent et qui sortent de la ville de Mexico par jour. Ce qui veut dire qu'il y a des 7 millions? Ouais, à peu près. Il y a des embouteillages. Franchement, je pensais que Paris était embouteillé, frère, mais Mexico City, franchement, C'est Los Angeles, quoi. c'est incroyable. Vraiment, j'ai jamais vécu ça. Pourtant, sincèrement, je me plaignais souvent des embouteillages à Paris. Mais là, j'étais vraiment choquée. Et je pense que, du coup, je parlais souvent avec mes amis, etc. là-bas, et on me disait, mais tu te rends compte qu'il y a des gens qui font 4 heures de voiture, et ils n'ont pas le choix, par jour, tu vois. Et donc, ça bouge beaucoup. Il y a énormément de gens qui vivent au jour le jour. Et malgré tout, c'est des gens qui... Je me suis toujours sentie très accueillie, même quand je parlais très peu espagnol. Aujourd'hui, je suis trilingue, tu vois, you know. Ça va les chevilles. Non, mais franchement, ça a été très dur parce que c'est vraiment... En plus, on dit que l'espagnol mexicain, c'est un espagnol qui est très particulier. Mais c'est une ville qui bouge beaucoup, mais pourtant, les gens se parlent beaucoup et il y a une autre ambiance, en fait, là-bas. Dans la vie en communauté, ouais. Tu vois. Malgré tous les problèmes de société qu'il peut avoir, ils trouvent quand même le moyen d'être très agréable entre eux. Ouais, et très soudés, tu vois. Vous entendez ça? C'est important, ça. Être agréable avec les gens autour de soi, malgré tous les problèmes qu'il peut avoir. Ça nous sert dans la vie. Je vous le dis, moi. Ça, c'est vrai. Voilà, c'est le message que je voulais faire passer là maintenant. Donc du coup, ça c'est bien. Du coup, t'es arrivé, donc en étant là-bas, tu as développé pas mal de choses. Donc tu as appris une nouvelle langue, Ouais. mais tu as aussi appris une nouvelle discipline. Puisque Tout à fait. peu de temps après arriver là-bas, tu as commencé à développer justement une passion pour le yoga. Ouais. Donc justement, qu'est-ce qui t'a attiré dans le yoga et qu'est-ce que cela t'apporte personnellement? Avant tout, excuse-moi, avant tout, si tu peux juste nous dire, c'est quoi le yoga? Alors, donc, moi, j'étudie la science du yoga. D'accord. Le yoga, c'est une pratique ancestrale qui est née... bon, il y a pas mal de débats sur là où c'est né, mais principalement en Inde. Et c'est la science du mouvement du corps, des respirations, des énergies, etc. C'est le yoga, la traduction du yoga en sanskrit, c'est l'action. Donc, moi, j'étudie cette science du yoga depuis à peu près... j'ai commencé quand je suis arrivée au Mexique, puisque, en fait, je suis arrivée au Mexique et j'ai découvert que j'étais malade. Ok. Et je m'y attendais pas du tout, bien évidemment. J'ai découvert que j'avais
fibrome, je sais plus comment ça s'appelle vraiment en français, mais j'avais un fibrome utérin, donc à l'intérieur de mon utérus, qui était énorme, vraiment énorme. Et en fait, je... Non, mais le médecin responsable est là. Oui, elle est juste derrière. Vous voulez qu'on l'appelle? Lucie? Ouais. Excusez-moi. Lucie? T'inquiète, vas-y. Donc, j'ai commencé à étudier cette science du yoga parce qu'en arrivant au Mexique, quelques semaines après être arrivée, il fallait que je trouve ma salle de sport, mes médecins, mes esthéticiennes, tout ça, non? Et j'ai découvert que j'étais malade, que j'avais un fibrome utérien, je crois que ça s'appelle en français, qui était extrêmement conséquent, qui était très gros, et qui mettait en danger ma capacité à avoir un utérus qui marche, etc. Donc quand on m'a appris que j'étais malade, on m'a dit tout de suite, mon médecin il m'a dit bon bah on t'opère, hein, c'est pas très grave, on ouvre, on t'opère. Mais moi ça a été un coup de massue en fait sur moi. Je ne m'étais jamais fait opérer, il m'est arrivé plein de merde de santé, mais me faire opérer jamais. Surtout d'une partie tellement importante pour moi en tant que femme dans ma vie. Et quand il m'a dit qu'il fallait me faire opérer, je suis sortie de là-bas et j'ai décidé que j'allais pas me faire opérer. Ok. Et en tout cas, avant de prendre la décision de me faire opérer, de voir s'il y a d'autres possibilités, quoi. Donc j'ai commencé à faire du yoga. Ça m'a énormément aidée. Je faisais un yoga très doux, très simple, là-bas au Mexique. Et puis après ça, j'ai commencé à faire de l'acupuncture. En fait, j'ai commencé à essayer tout ce que je pensais être des putains de trucs de hippie à la base. Et je me suis dit, bon, écoute, je suis là, je vais tenter d'essayer de me soigner autrement et de voir si ça marche, en tout cas avant de prendre la décision de me faire opérer. J'ai commencé à faire de l'acupuncture et j'ai vraiment décidé de chercher en fait pourquoi j'avais ça, tu vois. Pourquoi j'avais ça? Est-ce que je peux atténuer la douleur aussi parce que j'étais en réelle souffrance. J'avais extrêmement mal à tout mon corps, tout le temps. Et du coup, j'ai commencé à lire des livres sur les possibles facteurs du fibrome. Et en fait, j'ai changé ma vie. Et j'ai commencé à pratiquer énormément le yoga parce que j'ai vu que ça m'a beaucoup, beaucoup aidée. Ça a apaisé mes douleurs. J'allais mieux, même si mon fibrome, au bout d'un certain moment, il a réduit grâce à tout ça, mais que d'1 centimètre. Il était vraiment, 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 vraiment énorme. Et il avait à peu près la taille d'un fœtus de 5-6 mois. Ouais, quand même. Donc ça a été difficile de se battre, mais en tout cas, je me suis sentie mieux et je me suis sentie plus en forme. Et puis surtout, je me suis rendu compte que quand je vivais à Paris et que je pensais que j'étais so healthy et tout ça, en fait, c'était pas le cas du tout. Et je me suis rendu compte que j'avais eu plein de petites merdes de santé pendant plusieurs années où je m'en occupais pas forcément, ou alors j'allais à la dernière minute chez le médecin. En fait, tout ça, c'était relié à comment je mangeais, comment je me tenais, ce que je mettais en fait à l'intérieur de mon corps, à l'extérieur de mon corps, et que je ne bougeais pas forcément. Tu vois, j'allais à la salle, je faisais du sport, mais en réalité, j'étais un peu dans un mindset, je vais au sport comme ça, je peux manger mon burger après. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Non? comme pas mal de gens. Donc je me suis rendu compte que c'était très difficile, c'était aussi très difficile d'être en bonne santé, d'avoir une bonne discipline en fait, de santé au quotidien dans ma vie d'avant, avec tout le stress et tout ça. Et du coup, voilà, c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à pratiquer et à étudier, surtout à étudier, parce que j'ai commencé à pratiquer et très vite j'ai commencé à étudier, parce que je me suis dit,
Bon, c'est quand même incroyable que avec 1 heure, je sors de là, j'ai plus de douleur, je dors bien, je me sens moins stressée, j'ai moins peur, et c'est là que j'ai commencé à étudier sérieusement le yoga. Ok. Donc, après tout ce que tu m'as dit là, on est d'accord pour confirmer, enfin, tu peux confirmer que le yoga, c'est une activité physique. Ah oui, c'est très physique, très 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 physique. Parce que je sais que je l'avais fait une fois avec un ami à moi et sa copine. Et malheureusement, on est parti dans un cours de yoga qui n'était pas du tout pour les débutants. Ouais. Je crois que c'était intermédiaire. Et je crois que c'était de la pilate, même, parce que tu sais, la pilate, c'est avec tu sais, la sorte de brique là en mousse. Ouais. Donc c'était de la pilate. Ouais. Et franchement, je suis sorti de là, ça m'a fait extrêmement du bien. Ouais. T'es complètement, enfin, t'es plus, on va dire que t'es plus zen. Ouais. Et surtout que ton corps, tu te rends compte en fait que ton corps il peut faire beaucoup de choses. Ah ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui. Enfin, le monde nous a fait croire que le yoga c'était un truc de complètement hippie, ils n'ont pas dit que ça servait à rien, non. Mais ils n'ont pas forcément mis en avant les biens que ça peut apporter, contrairement à d'autres pratiques physiques Ouais. que tout le monde ne peut pas pratiquer, alors que le yoga, clairement, c'est une pratique que tout le monde peut pratiquer, donc c'est-à-dire de l'enfant jusqu'à la personne âgée, de la personne Les mince femmes à enceintes. la personne qui est aussi grosse, et même les personnes qui sont enceintes, etc. Donc c'est même bien. Et je pense même que d'ailleurs, chaque athlète devrait au moins pratiquer, même des séances de yoga, même quelqu'un qui joue au foot, Oui. qui fait de la boxe, quoi que ce soit, je pense devrait faire du yoga pour surtout être mieux dans son corps, pouvoir mieux l'utiliser et surtout être dans la longévité. Oh là là! Dans la durée. 3-4, 3-4. 3-4, c'est pas grave. Dans la durée, en tout cas, surtout pour être dans la durée, quoi. Parce Ouais. que justement, notre corps peut mieux supporter les mouvements. Ouais. Donc, Surtout, voilà. je pense que dans certains sports, même le sport que toi, tu as pu pratiquer, dans tous les sports, on t'enseigne à avoir une respiration qui est constante, de respirer d'une certaine manière pour pouvoir développer une force physique et de cardio, non ? Et je pense que c'est extrêmement nécessaire, mais c'est vrai que ce que moi j'ai trouvé dans le yoga, quand tu mélanges ça avec de la méditation, les énergies, parce que je suis partie loin dans mon truc, hein. ouais. Tu vois, genre, je peux te dire les points derrière tes oreilles qui touchent ton foie, etc. Que, je suis partie vraiment loin. Mais c'est vrai que quand tu connectes, je crois que je t'en avais parlé une fois, je regardais ces films de kung-fu, Ouais. où tu vois vraiment que, en fait, quand tu connectes ton... Le meilleur film de tous les temps. Où tu connectes ton cerveau avec ton corps, tes muscles, tes énergies, ta respiration. Mais moi, je pensais que c'était faux. Enfin, c'est pas que je pensais que c'était faux, mais... T'avais juste pas la preuve. Ouais. Et quand j'ai commencé à sentir, tu vois, genre quand on m'a dit, juste par la parole, j'ai ma professeure de yoga, par la parole, elle me dit, si tu respires là, tu vas sentir une bulle, genre dans le bas de ton dos. Et moi, je pensais, tu sais, c'est un peu hypothetical, non ? Ah oui, tu vas le sentir. Et là, je sens un espace dans mon dos. Tu vois, du coup, je suis libérée au niveau de mon bas-ventre. Je me suis fait opérer finalement. Et sincèrement, je me suis remise de cette opération en 1 semaine. Donc, Alors c'était que- bien. C'était bien Ouais. du fait peut-être d'avoir fait le yoga avant, Ouais, qui peut-être a permis qui a permis aussi que l'opération se passe mieux. Ouais. Et même que ta oui, parce que tu sais, parce que recovery se passe bien. après, en recovery, justement, c'est une cicatrice qui est sur le bas-ventre. Et je regardais, mon médecin, il me disait, quand c'est touché ici, en fait, il faut que tu imagines que ça touche jusqu'en dessous, à ton cou, jusqu'à tes pieds. D'accord. Donc, en fait, ça te tire dans tout ton corps quand tu as une cicatrice à ce niveau-là. Et en fait, de pouvoir utiliser mes bras, où je sentais mes coudes, mes épaules, etc., j'ai réussi à me lever je suis sortie le lendemain de l'hôpital, en fait. Ok. Et par exemple, j'ai une sœur jumelle qui s'est fait opérer de la même chose 1 semaine avant, ici en France. Elle a mis plus d'une semaine à sortir de l'hôpital, tu vois déjà. Mhm. Et the recovery, elle était un peu plus difficile pour elle que pour moi. Mais après, je pense que c'est un tout. Tu vois, je prends des vitamines tous les jours. Je suis vraiment... C'est une guerre constante un peu d'être healthy pour moi.
tu m'étonnes. Ouais, C'est pas évident d'être elfine. c'est difficile. Hein. Ouais. Donc du coup, un peu plus d'1 an et demi après, Yes. tu es de retour sur Paris. Justement, il y a une phrase, penses-tu qu'en fait, pour plus apprécier son pays, il faut parfois le quitter pour aller vivre un peu ailleurs? Oui, Un peu comme dans une relation, tu sais, quand ça va pas très bien, Oui. genre tu prends un pas en arrière, histoire de bien réfléchir, se concentrer sur soi-même pour pouvoir mieux revenir, pour pouvoir mieux discuter avec cette personne-là et entretenir une meilleure relation. Ouais. Avec le pays, penses-tu que ça peut être c'est la même chose ou pas? ah oui, à 100%. Ouais. À 100%. Bon, bien évidemment, je vois toujours les problèmes auxquels on peut faire face en France, à Paris, toujours. Mais c'est vrai que quand tu vas vivre dans un pays comme le Mexique, tu vois, je me suis... En étant là-bas, c'est la première fois de ma vie, pourtant j'ai voyagé. Mais c'est la première fois où j'ai senti... putain, qu'est-ce qu'on a de la chance quand même en France, à Paris. Qu'est-ce que tu vois, quand je me suis fait opérer, le système des hôpitaux publics et privés, tu vois, tout ce qui est sécurité sociale, etc. Il y a énormément de choses. C'est vraiment des trucs bêtes dans ton quotidien qui te reviennent beaucoup. Tu sais, les embouteillages, tu vois. Je disais, putain, je me plaignais tout le temps à chaque fois que j'étais dans une voiture, dans un Uber et tout ça, des embouteillages à Paris et Hidalgo et machin. Et après, tu arrives là-bas et tu fais 1h45 pour faire 8 km. Frère, je me suis dit, franchement, c'était pas si mal avant, tu vois. Ouais. Des trucs, enfin, tu sais, surtout des limitations de vitesse où tu vois que les gens ils roulent n'importe comment et tu te dis, putain, mais j'aimerais bien qu'il y ait des radars, tu vois. Pour que les gens ils arrêtent de rouler comme des fous. Énormément de choses où c'est vrai que tu apprécies beaucoup plus là d'où tu viens. Et puis aussi, je pense qu'il y a aussi tout l'aspect de là où tu as grandi, en fait. Et Ouais. la valeur d'être chez toi, où tu te sens vraiment chez toi. Ok. Parce que je pense que souvent, quand on est là, même, tu as vu, je suis revenue, j'ai trop envie de repartir, tu vois, Ouais. j'ai trop envie de continuer à voyager, de faire tout ça. Mais la valeur de quand tu reviens après, bah là, ça fait, j'étais pas rentrée depuis un peu plus d'1 an. Quand tu reviens, la valeur de marcher dans la rue où tu as grandi, c'est incroyable, tu vois. Ouais. Et moi, j'ai une question à te poser. Est-ce Dis-moi. que vu que tu es revenu à Paris après, est-ce que tu te sentais plus en sécurité à Mexico City, dans les rues de Mexico City, donc par exemple quand tu sortais le soir avec des amis Ouais. pour aller boire un verre et quand tu rentrais chez toi, ou même quand tu allais faire tes courses tout simplement, ou bien tu te sentirais plus en sécurité à Paris, ou tu dirais que c'est la même chose? Alors, je pense que c'est légèrement différent. Alors, c'est relativement la même chose parce que ça soit ici à Paris ou alors au Mexique. Le soir, quand tu sors, quand tu es une fille, tu t'aventures pas dans des quartiers bizarres, tu rentres pas toute seule dans une rue pas éclairée. Pour moi, ça, c'est la même chose que ça soit à Paris, au Mexique, en Espagne, en Italie, peu importe où tu vas, aux États-Unis. Que tu sois un homme ou une femme d'ailleurs, je pense qu'il faut faire attention la nuit. En revanche, dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours, je me sentais plus en sécurité là-bas parce que il ne m'est jamais rien arrivé, sauf une fois, sur presque 2 ans. Ici, tu vois, ça fait 15 jours que je suis rentrée. Tu marches dans la rue, des mecs qui te suivent pour te parler. C'est relativement constant, alors qu'au Mexique, dans ma vie, en tout cas dans ma vie de tous les jours, ça m'est arrivé très peu. En revanche, sur la seule fois où il m'est arrivé quelque chose au Mexique, une fois il y a un mec qui m'a suivi jusqu'au supermarché et je me souviens avoir dit à mon mec à ce moment-là qui était venu me chercher, je lui avais dit je suis frustrée, je suis pas bien, j'ai pas la langue. Et c'est ça qui me frustre, c'est pour ça que j'ai eu peur.
Parce qu'en France, si quelque chose comme ça m'arrivait, si je suis suivie par un mec au supermarché, tu peux être sûr que tu vas m'entendre. Tu peux être sûr que je vais dire quelque chose, ou je vais appeler la police, ou quelque chose comme ça. Et je me souviens qu'à ce moment-là, c'était à peu près 2 mois après que j'étais arrivée. Je parlais pas du tout l'espagnol. Et on m'avait dit, mais en fait, ce que tu te rends pas compte, c'est que quand tu es en France, tu es dans un pays relativement de droit. Ce qui veut dire que tu te sens en droit. Il y a quelque chose qui se passe comme ça, tu peux appeler la police, tu sais que la police, elle va venir, au moins elle va se déplacer et elle va faire quelque chose. Tandis qu'au Mexique, on te dit souvent, quand tu es une femme, tu ne vas pas voir la police. Jamais. Ah ouais, à ce point-là? Ouais. Bah, limite, c'est parfois, j'ai envie de dire que j'ai l'impression que ça peut être la même chose en France, en vrai. Même s'il y a des droits, parce que parfois, tu as des femmes, enfin, quand je vois des témoignages de femmes qui en parlent sur Instagram, il y en a qui disent que même quand je vais à la police, quand je parle de viol, quand je dis que je me suis fait agresser, c'est limite, on s'occupe pas de moi ou on me laisse sur le carreau. Ouais, on te laisse à l'abandon. Ouais, mais ça m'est arrivé, hein, en France, j'ai porté plainte contre la RATP. Parce que une fois, j'ai failli me faire agresser et personne n'a rien fait. Alors, on a accepté ma plainte parce que j'ai quand même dit... Attends, t'as fait ça contre le groupe de la RATP? Ouais. Ok, d'accord. Parce que c'était non-assistance à personne en danger. Je te parle de ça, ça fait 6 ans. Parce qu'il y avait vraiment. des employés de la RATP qui Ouais, faisaient ouais. J'étais... RATP Sûreté? RATP Sûreté, ouais. RATP Sûreté. Excellent, tout ça. Ouais, c'était magnifique à voir. Et en fait, j'étais sortie de la gare sur une rue qui appartient encore à la RATP où c'est que des bus, le TVM et machin qui passent. Et donc, j'ai failli me faire agresser. Il y a un mec qui était complètement bourré en plein après-midi qui a voulu m'agresser. Et c'est un gamin de 16 ans du lycée derrière, col V, casquette Batman à l'envers, qui s'est interposé et qui a essayé de m'aider. Heureusement que moi, j'avais un truc pour me protéger sur moi, un petit gaz lacrymogène. Mais oui, j'étais partie, il y avait un commissariat juste à côté. Et moi, ça m'a choquée de voir 13 mecs avec leurs matraques qui font les beaux gosses à la sortie du RER et qui n'ont rien fait, tu vois. Ils ont tous regardé la scène et personne n'a rien fait. Puis surtout, moi, tu vois, je suis une drama queen, donc je me mets au milieu de la rue pour dire attends, tu vas frapper une femme. Je crois qu'on était en 2013-2014, tu vois. Frappe-moi, franchement. Et personne ne va rien faire. Bon, voilà. Et la police, ils avaient accepté ma plainte parce que c'était effectivement non-assistance à personne en danger. Mais bon, ça... Après, déjà, tu as porté plainte, c'est déjà bien. Ouais. Ils ont accepté ta plainte, c'est bien. Ouais. Maintenant, le reste derrière, c'est dommage. Mais ouais. Et c'est des choses qu'il ne faudrait pas que ça arrive. Mais après, tu vois, c'est intéressant ce que tu dis là parce que souvent, ce que je dis, parce que moi, avec le temps, plus j'ai grandi, plus je commence à me rendre compte que les femmes, le quotidien d'une femme, c'est absolument pas celui d'un homme, spécialement quand elles sortent dans la rue, et ça pour n'importe quoi, même en partant acheter du pain, en partant faire des courses, tout ce que tu veux. Et ouais, après moi, la chose que je dis justement à ce moment-là, c'est que c'est pas normal. Mais maintenant, ce que je dis, c'est peut-être de pas trop s'attendre non plus à ce que tous les mecs réagissent de la manière comme vous voulez, parce qu'il y a des cons, enfin il y aura toujours des cons partout, c'est toujours bien d'en parler, il faut continuer à en parler. Bien sûr. Mais ce que je dis de préférence, c'est que, écoute, si tu sais qu'il y a toujours des cons partout, porte ce que tu veux, tu vois, habille-toi comme tu veux, il n'y a pas de problème, mais maintenant, pour ta propre défense à toi, et quelque chose en fait. Toujours, ouais, je suis d'accord. Attention, je ne dis pas qu'il faut avoir des couteaux, des pistolets ou quoi que ce soit, hein. Non. Mais il y a des choses légales, avoir, comment on appelle ça, les gaz. Les gaz que tu peux avoir avec toi, tu vois, ça peut être intéressant, au moins pour te défendre, pour pouvoir fuir après, je sais pas, faire ce que tu veux. Parce que c'est pas tout le monde qui va intervenir, en tout cas, pour défendre quelqu'un dans la rue. Ouais, et ça, sûr. Que ce soit une femme ou même quelqu'un d'autre, hein, ça, Bien sûr. on l'a déjà tous vu au moins une fois dans sa vie. Bien sûr. Mais après, tu as eu de la chance qu'à ce moment-là, quand c'est arrivé, tu as eu un gamin d'un lycée qui puisse intervenir. Ouais. Malgré qu'il y a eu des gens qui sont payés pour, mais bon, c'est pas grave. Mais bien évidemment, tu vois, dans un pays comme le Mexique ou la France, c'est quelque chose que tu retrouves aussi finalement partout dans le monde, des gens qui ne font rien pour t'aider. Et il y a des situations où, bon, ok, mais il y a des situations où c'est vrai que tu te dis, mais comment on peut rester là et rien faire et continuer sa vie et voir...
un homme, une femme se faire agresser, racketter, violer, peu importe, attoucher, etc. Et ça, c'est quelque chose que tu vois ici en France, à Paris, dans d'autres villes en France, etc., dans le monde et aussi dans des pays comme le Mexique, tu vois. C'est clair, c'est clair. Donc du coup, comme on en a parlé au début, la raison qui t'a amené à quitter la France, c'était l'amour. Savoir que tous les deux, tu l'as pas précisé, je pense pas que tu l'aies précisé tout à l'heure, mais il n'était pas français, Non. c'était un Mexicain. Un Mexicain, ouais. Et toi du coup, donc en plus de ça, tu es d'origine américaine et française. Mhm. Et la chose que j'aimerais savoir, parce que quand on parle des couples mixtes, on parle souvent d'un couple avec une personne noire ou blanche, Mhm. comme on a pu parler comme j'ai pu aborder ce sujet-là dans l'épisode 7. Mais alors que en soi, un couple mixte, c'est tout ce qui a. Si à partir du moment qu'il y a une différence culturelle ou même une différence d'origine, voire même de religion, genre c'est là à partir du moment qu'on parle déjà d'un couple mixte. Ouais. Maintenant, toi, de ton point de vue, par rapport à ton histoire, comment est-ce que vous avez pu rencontrer justement des problèmes par rapport justement à votre relation, du fait que vous venez de deux cultures différentes? Alors, oui, on a rencontré des problèmes de différence de culture de temps en temps. Moi, ça a été très difficile pour moi d'accepter ce qu'on m'a mis en différence de culture. Il y avait beaucoup de fois où j'étais là-bas bah, tu sais, dans la vie de tous les jours, en fait, il y avait énormément de choses où on me disait, bon, que ça soit ton mec ou n'importe qui, ici, personne ne dit non. Ok? Donc on va te dire oui, peut-être, ahorita, t'inquiète, machin, non? Mais on va jamais te dire non. Moi je dis mais je comprends pas. Enfin et dans ma relation. Non par rapport à quoi? Par exemple, la semaine prochaine, on va à Xochimilco aller chercher les plantes. Ouais, ahorita te escribo, t'inquiète, non, je t'écris. Oui, t'inquiète. Et au final, en fait, c'est non. C'est non, on n'ira pas. Et on te dira pas non directement. Dans ma relation, ça s'est beaucoup passé où c'était très difficile de dire non, d'être très... en France, et je me suis vraiment rendu compte de ça, dans la manière dont on s'exprime de un, et on est très direct, droit au but, tu vois. Ouais. On est très droit au but en France. Et dans ma relation, ça a été quelque chose où moi, je le prenais très mal. Et quand j'ai compris que c'était aussi une très grande différence de culture, que c'est pas juste cette personne-là, mais c'est énormément là-bas, du coup, je me suis un peu détendue. Mais c'est vrai que... il y a eu des choses qui ont été... on n'avait pas la même religion non plus. Okay. Lui, il était bouddhiste. Il est bouddhiste. D'accord. Et moi, je crois en Dieu. Je suis catholique et je lui avais dit, moi, quand j'arrive, je déménage. Seulement si tu me trouves une église où ça parle anglais, français, tu vois, où je peux donner peut-être des cours aux petits et tout, parce que j'aime bien faire ça et tout ça. Et puis du coup, même la religion là-bas, c'est complètement différent. Ici, tu vis dans un pays laïque, tu vois. Et là, quand ça les arrange, exactement. Là-bas, ils ont fait le même coup. Hein. Ils ont élu un président laïque, tout ça, mais bon. Enfin bref. Et donc, il n'y a pas eu de très grandes différences culturelles qui ont mis vraiment des barrières dans notre relation, parce qu'en soi, on s'accepte, on s'écoute et tout ça. Et on communique bien, mais il y a eu certaines choses comme ça, des petites choses où la manière de voir les choses, elle est un peu différente. Ah, parce que c'est pas la même culture, justement, c'est pas la même vision. Exactement. De toute façon, pour en finir, par rapport aux couples mixtes, etc., je pense que la plupart des gens, quand ils montrent la différence culturelle, c'est juste qu'ils ont peur, en fait, que... par exemple, je donne un exemple tout bête, hein, si ma mère refuserait, chose qui n'est pas le cas, bien évidemment, mais refuserait, par exemple, que je me mette avec une autre personne qui vient d'une autre culture que moi, ce qui lui ferait peur, c'est de se dire que quand moi j'aurai des enfants, je ne pourrai pas, ils risquent de pas d'avoir le même enseignement que moi j'ai eu de ma culture. Ouais. C'est-à-dire que ça risque de disparaître en fait. Ouais. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens, quand on parle des personnes qui ne sont pas forcément pour les couples mixtes, d'accord, ils pensent que c'est parce qu'il y a il y a quelque chose de raciste derrière. Il y en a pour qui c'est le cas. Je dis pas le contraire, je ne le renie pas du tout. Mais
Il y en a pour qui c'est plus pour dire, écoute, tu vas t'accoupler avec quelqu'un qui est pas de la même culture que toi. Ouais. Moi, la seule chose que je veux, c'est pas que tu perdes, c'est pas que tu oublies d'où tu viens, Ouais. que tes enfants sachent tes origines, qu'ils connaissent l'histoire aussi de tes parents, de tes grands-parents, de ta famille, etc. Mais après, tout ça, de toute façon, c'est quelque chose qui se discute avec le couple, enfin, Bien avec sûr. ton partenaire. Et Bien c'est sûr. comme ça que vous allez avancer. C'est comme on dit, c'est comme une équipe en fait. Vous avancez à deux et vous partez dans le même chemin. Bien Et c'est sûr. ça qui est le plus important. Mais je suis vraiment d'accord avec toi parce que je pense qu'il y a énormément. Parfois, bon, et comme tu dis, il y a des racistes et il y a des. Ces raisons-là, parfois, elles viennent de certaines idées racistes, mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup où les familles, elles sont un peu. C'est un peu compliqué parce que effectivement la transmission des traditions de certaines cultures et de la manière de voir les choses et donc aussi de prendre les décisions dans la vie, etc. Enfin, c'est très important, ce que je peux le comprendre, tu vois, je le comprends beaucoup. Moi, ça a été pas extrêmement compliqué, mais moi, ma famille américaine, ça a été un peu compliqué pour eux d'accepter que je sois avec quelqu'un qui est mexicain, tu vois. Et bon, peut-être qu'il y en a qui ont des formes de racisme, mais je pense qu'il y en a aussi beaucoup qui ont peur que certaines dynamiques familiales, traditions, et cette transmission, elles se perdent. Mais bon, après, je pense que c'est ce qui fait la richesse aussi des gens, tu vois. C'est ça, exactement. Bon, en tout cas, Claire, je te remercie d'avoir accepté mon invitation Ben, aujourd'hui. merci à toi. C'était très sympa. C'était cool. Et aussi, je remercie le bar Combat de nous avoir accueillis aujourd'hui. Ouais. Et pour ceux qui veulent passer un moment chill, dans un endroit bien détendu, avec des employés très chaleureux, et avec de très bons cocktails aussi. Il y a aussi des cocktails sans alcool, hein, pour ceux qui ne boivent pas d'alcool. Bien sûr. Ce bar-là se trouve justement au 63 rue de Belleville, dans le 19e. Voilà. Donc sur ce, je vous souhaite une belle journée à tous, une bonne soirée. Je sais pas à quelle heure tu vas l'écouter, mais peu importe. Hein, je vais pas te faire tout le tralala non plus de Instagram, follow-moi. Bref, tu sais, si tu veux suivre, tu suis. Si tu veux pas, c'est pas grave, je ne t'en veux pas. La terre continue de tourner. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Salut!